rythme quand chacun a le sien. Chez LCL, vous pouvez commencer vos démarches en ligne et les terminer en agence, et vice-versa. LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Avec Zoé, roulez en liberté. Libre de vivre les sensations de la conduite électrique, de goûter à des expériences inédites. Libre de pouvoir recharger simplement, chez vous ou ailleurs. Libre d'écouter la mer, la route ou juste le silence. Renault Zoé, l'électrique pour tous. Profitez de Renault Zoé à partir de 99 € par mois et réservez votre essai au 30-23. Un grand choix de cadeaux, en restant bien au chaud. Avec l'appli Showroom Privé, pourquoi donc se priver? Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques. Showroomprivé.com. Offroads, les routes de l'extrême, demain à 20h50 sur RMC Découverte. The sea taught me. We humans are only just beginning to understand the world that lies hidden underwater. Discover your planet. Seiko Prospects. Je suis convaincu que c'est l'avenir de l'aspirateur. Avec ce puissant moteur numérique, Dyson a réinventé l'aspirateur sans fil. Cette nouvelle génération de batteries lithium offre plus d'autonomie pour un nettoyage continu. Et bien sûr, un plus grand collecteur. 30 jours pour tester. Achetez sur Dyson.fr. Cofidis présente préjugé numéro 12. Les femmes passent beaucoup de temps dans la salle de bain. Encore 5 minutes, j'ai l'autre profil à faire. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Ce qui est loin d'être absurde, c'est un taux à 3,6% sur 48 mois. Et en plus, vous pouvez joindre un conseiller en moins d'1 minute. Appelez Cofidis au 31 55. Changez votre regard sur le crédit. Je suis prête. Nouvelle Peugeot 508. – 22h30, merci de nous rejoindre dans Week-end Direct. À la une ce soir, la réponse de l'exécutif après la nouvelle journée de violence hier à Paris. Réunion de crise ce matin à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron. Le Premier ministre va rencontrer prochainement les représentants de l'opposition. Il invite également une délégation de Gilets jaunes à Matignon. Pas de mesures concrètes annoncées aujourd'hui. Le préfet de police de Paris décrit des violences d'une gravité sans précédent. Plus de 400 interpellations hier dans la capitale. La ministre de la Justice promet de la fermeté dans la réponse pénale. Les comparutions immédiates débutent à 13h30 demain. On en parle ce soir avec Pascale Tournier, rédactrice en chef adjointe à La Vie, Laurence Saillet, porte-parole du Parti Les Républicains, et Aurore Berger, députée Les Républicains En Marche des Yvelines, porte-parole du groupe de la majorité à l'Assemblée nationale. Et on va tout de suite partir au pied de l'Arc de Triomphe, monument qui a été tagué, souillé hier par les casseurs en marge de la mobilisation des Gilets jaunes. Kelly Lafin, vous êtes sur place pour BFM TV. Vous avez assisté à la traditionnelle cérémonie du ravivage de la flamme. Elle a lieu tous les soirs, mais aujourd'hui, évidemment, elle a pris une dimension particulière. Oui, pour un jour ordinaire, lors de cette cérémonie, il n'y a que quelques dizaines de personnes. Ce soir, il y en avait plusieurs centaines et parmi eux, de hauts responsables politiques, par exemple Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, ou encore Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Une cérémonie donc bien plus solennelle que d'habitude, avec aussi beaucoup plus de monde. La plupart des personnes qui se trouvaient dans le public n'étaient pas là à cause des dégradations d'hier, mais parce qu'elles étaient invitées de longue date. Il s'agissait pour la plupart de membres d'associations du souvenir napoléonien qui célèbrent aujourd'hui le sacre de Napoléon et la victoire d'Austerlitz. En tout cas, pour toutes ces personnes, qu'elles soient dans le public ou qu'elles participent directement à la cérémonie, l'émotion était très forte. Elles nous ont dit avoir été très choquées par les dégâts occasionnés par les casseurs, en particulier les membres du comité de la Flamme, ceux qui sont présents chaque soir sous l'Arc de Triomphe. Ils regrettent que le site n'ait pas été davantage sécurisé. Écoutez l'un d'entre eux au micro de Célia Geneste.
Ce que je déplore quand même, c'est que les autorités ne mettent pas suffisamment de garde autour des monuments. Il n'y avait quasiment pas de CRS et de police pour garder l'Arc de Triomphe. Ça, je ne le comprends pas. Et samedi dernier, c'était encore pire. Il y avait 2 CRS pendant que nous faisions la cérémonie, entre 2 allers-retours de casseurs qui montaient et descendaient les Champs-Élysées. On a réussi à trouver au milieu des bombes lacrymogènes un petit moment pour raviver, et il y avait 2 CRS. À présent, il n'y a plus que des policiers sous l'Arc de Triomphe. Le site a été fermé aux touristes toute la journée, le temps de le nettoyer. D'ailleurs, les derniers tags ont été nettoyés ce soir, mais il faudra encore beaucoup de temps pour remettre en état toutes les installations, en particulier l'intérieur du musée. Merci beaucoup Kelly Lafin à l'Arc de Triomphe pour BFM TV. Un peu plus tôt ce matin, c'est Emmanuel Macron qui s'est rendu sur place. À peine rentré d'Argentine, le président est venu constater les dégâts, les dégradations au pied de la tombe du soldat inconnu. Il est également rentré à l'intérieur du monument en partie saccagé. Le chef de l'État a ensuite rendu hommage aux forces de l'ordre. Il a rencontré également les commerçants de l'avenue Kléber, vandalisés hier. Et puis ensuite, Emmanuel Macron a organisé une réunion de crise à l'Élysée, entouré notamment du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Pascal Tournier, qu'est-il ressorti d'ailleurs de cette réunion de crise ce matin? Alors, il y a trois niveaux un petit peu de réponse. Il y a la réponse d'abord sécuritaire. Donc, effectivement, on le voit bien. Il y a d'ailleurs une question qui a été posée au sein de la majorité de savoir s'il fallait rétablir ou pas l'état d'urgence. Donc, a priori, cette piste a été écartée. Il y a la question, le volet judiciaire aussi, qui est important. On sait que demain, vu le nombre d'interpellations, demain, il y a des premières comparutions immédiates qui vont avoir lieu, je crois, à la mi-journée. Et puis ensuite, le troisième niveau, c'est la réponse politique. Donc là, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de recevoir les différents chefs représentants des différents partis politiques, mais aussi vraisemblablement une délégation de Gilets jaunes, notamment ceux qui ont signé la tribune qui est dans le JDD aujourd'hui, appelant quand même faisant des propositions pour une sortie de crise. Mais je doute malheureusement que cette délégation soit légitimée par le reste du mouvement. Mais ça, alors on en parlera un tout petit peu plus tard. Réunion, consultation, dialogue. Aurore Berger, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin face à cette crise? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un geste fort qui soit immédiat finalement? Vous savez, moi aussi, j'ai reçu des Gilets jaunes comme de très très nombreux députés de la majorité et on a des revendications qui sont extrêmement différentes au sein des différentes délégations qu'on peut recevoir et entre les territoires. On n'a pas entendu les mêmes gens, ni reçu les mêmes gens, ils n'ont pas les mêmes parcours, ils n'ont pas les mêmes demandes. Donc s'il y avait une mesure qui permettait que l'ensemble du pays se réconcilie en un claquement de doigts. Je pense que déjà peut-être que d'autres gens que nous l'auraient trouvé depuis les 30 dernières années. Geler les taxes du mois de janvier, ça revient quand même assez souvent chez de nombreux gilets jaunes et ça fait partie des mesures que propose une grande partie de l'opposition comme Mme Saïed. Moi je pense que dire geler les taxes, les gens entendent que ça veut dire qu'il y aura un moratoire pendant une période donnée et que ça repartira peut-être de plus belle après. Ce n'est pas un changement structurel. Or, si on veut vraiment baisser la dépense publique, et c'est une nécessité dans notre pays, à ceci près quand même que ceux qui demandent de baisser la dépense publique, dans le même temps, demandent plus de services publics. Et si on veut baisser la dépense publique, il n'y a que des réformes structurelles qui permettent de le faire. Et on le sait, c'est la question de la réforme des retraites notamment, et qui est déjà commencé à être engagée. Donc moi, je ne crois pas du tout à la mesure miracle qui serait sortie du chapeau. Sinon d'autres y auraient, je pense, pensé avant nous. D'autres personnes sont intelligentes dans ce pays. Je pense par contre qu'il faut qu'il y ait un dialogue constant, à la fois avec celles et ceux qui acceptent de venir, et notamment qui sont dans les Gilets jaunes, avec la difficulté, est-ce qu'ils sont ou non représentatifs de ce mouvement? Entre eux, déjà, ils ont du mal à désigner des porte-paroles. Et puis aussi, rappeler une chose, à mon avis, qui est importante, c'est que dans les mouvements qu'on a vus hier, notamment à Paris, on avait des mots d'ordre politiques. Moi, j'ai pas entendu hier à Paris des slogans sur la question du pouvoir d'achat. J'ai entendu des slogans politiques qui étaient de marcher sur l'Élysée, de destituer le président de la République, de marcher sur le Sénat, c'est-à-dire de marcher sur les institutions aussi, et sur des gens qui ont été démocratiquement élus. Je pense que c'est pas un hasard si l'Arc de Triomphe, qui est un symbole qui devrait tous nous rassembler, a été saccagé comme il l'a été. Et donc ça, je pense qu'il faut aussi être très clair sur les motivations des uns et des autres. Et hier, j'ai pas vu une grogne sociale, j'ai vu une colère très violente et qui voulait confronter les institutions. Quel regard vous posez, Laurence Saillet, sur la réponse de l'exécutif aujourd'hui?
Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment une réponse. Nous, ce qu'on attend, c'est un geste fort. Et ce geste fort, malgré tout, effectivement, c'est l'annulation de l'augmentation des taxes en janvier 2019. Parce que c'est une réalité qui s'impose. En 2018, ces taxes qui ont déjà augmenté ont été très difficiles à supporter pour un bon nombre de Français. Et en 2019, ce sera pire. Et les Français, ce qu'ils disent... Pourtant, moi, j'étais aussi à Paris et j'ai entendu des revendications sociales, c'est on ne pourra pas payer ces taxes. Donc il faut commencer par là. C'est ce geste fort que nous demandons et quand même bon nombre de Gilets jaunes le préconisent. On va regarder un tweet à présent d'Émilie Cariou. Elle est députée de la Meuse, députée de la majorité. Et elle écrit « Les violences d'hier sont inacceptables. Nous ne pouvons laisser notre pays partir dans le chaos. Les députés de la majorité ont fait remonter les alertes et les propositions. Il faut que le Premier ministre les écoute. Il y a urgence à ouvrir le dialogue et donner des solutions immédiates. Est-ce que l'exécutif est assez à l'écoute des remontées de terrain finalement, Aurore Berger? Parce que là, ce qu'elle nous dit, c'est que le gouvernement a été sourd. Écoutez, les parlementaires ont été reçus par le Premier ministre cette semaine, parlementaires de la majorité. Et le Premier ministre reviendra devant le groupe majoritaire parce que c'est le chef de la majorité, le Premier ministre, dès mardi. Donc évidemment qu'on a un dialogue constant. Mais encore une fois, ce qui est important, et c'est là où je partage ce que dit Émilie Cariou, qui est aussi vice-présidente de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, c'est qu'on a des remontées de territoire et qu'on voit bien que les demandes sont différentes d'un territoire à un autre. C'est aussi pour ça qu'à mon avis, dans la méthode, on doit changer. La énième conférence sociale, les énièmes états généraux, par exemple, qui sont organisés à Paris, vraisemblablement aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas de sens parce que les revendications, les demandes, les souffrances, les attentes ne sont pas les mêmes. Même moi, au sein des Yvelines, je peux vous dire qu'entre la ville de Trappes, la ville de Rambouillet ou les petits villages ruraux, vous n'avez pas les mêmes attentes, ni sociales, ni économiques. Et c'est bien à ce niveau-là de précision qu'on doit pouvoir aller dans le dialogue avec les collectivités locales, avec aussi l'apport peut-être des différentes oppositions. Moi, je suis assez curieuse aussi de savoir ce qu'elles ont à proposer. Et donc, c'est pour ça aussi que le Premier ministre les écoute. Moi, je suis assez inquiète de votre constat parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de déni par rapport aux revendications qui sont faites. Enfin, vous avez quand même entendu ces femmes qui disent « je vis seule avec 2 enfants et j'hésite entre eux, les nourrir et les habiller ». Ce monsieur qui dit « je travaille, mon fils aussi, et on va au resto du cœur ». Enfin, ça fait quand même 3 semaines que les gens crient leur détresse dans la rue. On ne peut pas dire et noyer ça sous une multitude de revendications. Il y a une réalité, je pense qu'on a trop attendu, je pense que le président de la République a joué le pourrissement, c'est-à-dire qu'il a attendu de voir si le mouvement allait s'essouffler, mais hier, avec ce qui s'est passé, on n'est plus en situation d'attendre. Nous demandons un référendum parce qu'il faut redonner... Et sur quel sujet, le référendum? Sur le sujet à la fois fiscal et concrètement, la question qui serait posée, ce serait laquelle? On la définira, parce que moi, contrairement... Mais si vous demandez un référendum, vous savez quelle question vous voulez poser dans ce référendum, j'imagine. Vous savez, je pense qu'il vaudrait mieux que vous... Non, mais c'est une vraie question. Si vous voulez poser un référendum, quelle serait la qui posera une question à la fois sur le sujet économique. Mais concrètement Concrètement, on le définira ensemble, Madame Berger. Je ne suis pas comme vous, je ne pense pas tout savoir. Et c'est pas une personne sur un plateau télé qui va décider de la question du référendum. Ça m'étonne qu'on préconise un référendum sans se demander quelle question... Mais visiblement, vous avez la thématique. Je ne suis pas là pour la chamaillerie politique. Compte tenu de la situation du pays, compte tenu de la gravité de ce qui s'est passé le président des Républicains vous entendre dire, on vous en remercie, on avait demandé à être reçu après les attentats. Tous les partis seront reçus. On avait demandé à être reçus. On avait demandé à ce que tous les partis soient reçus après les attentats. Le président de la République n'a même pas daigné répondre. Merci de recevoir les représentants des partis. Mais si vous nous aviez écoutés depuis des mois, on l'avait dit que cette taxe, ça n'allait pas passer. Écoutez, donc, mais de toute façon, je ne suis pas là pour me chamailler avec vous, c'est trop grave. Non, mais ce qu'il faut maintenant, c'est une sortie. Pour avoir une sortie, il faut un geste fort. Tous les Gilets jaunes sont unanimes, ils veulent tout de suite quelque chose qui lève la pression et qui montre que le président de la République est ouvert. Et c'est ça qu'il faut mettre en place très rapidement parce que l'acte 4 ne doit pas avoir lieu. Pascal, est-ce que les Gilets jaunes en colère qui ont de nouveau manifesté hier, peuvent-ils entendre le discours d'Aurore Berger ce soir qui nous dit « Je ne crois pas en la solution miracle, il faut qu'on étudie des solutions locales puisqu'elles sont différentes selon les territoires. » Donc c'est-à-dire il faut attendre encore. C'est pas attendre, je suis désolée. Alors d'accord, alors expliquez-nous comment on fait ça rapidement. Mais j'ai pas dit ça. Mais moi je sais juste qu'à un moment, il y a une forme de cohérence à avoir. Moi déjà, je crois profondément à la démocratie. Et la démocratie, c'est un moment qu'il y a une élection qui se passe et que c'est grâce à cette élection qu'on définit un projet, une orientation et des élus. Ou alors on ne croit plus en la démocratie. Moi, je ne crois pas à l'idée qu'on ait un président de la République élu et puis que le lendemain, alors même qu'il a une majorité élue, on repose aux Français par référendum la question sur l'ensemble des mesures du projet du président de la République.
Moi, encore une fois, ça n'est pas la même chose d'avoir une grogne sociale avec des manifestants qui viennent avec des pancartes et qui disent on veut plus de pouvoir d'achat ou éventuellement qui préconisent des mesures, et d'avoir des gens, y compris des élus, je pense notamment aux élus de la France Insoumise ou de l'extrême droite, qui vont dans ces manifestations au sein de leur écharpe tricolore pour certains d'entre eux et qui trouvent légitime qu'on puisse appeler jusqu'au meurtre du président de la République. À un moment, on atteint quand même un niveau de violence qu'on doit tous, en tant qu'élus ou responsables politiques, condamnés, ou alors on n'est pas crédible en tant que responsable. Mais ça, c'est la question des violences, mais sur la démocratie. Jamais Emmanuel Macron n'a dit qu'il allait augmenter les impôts. Les impôts ont augmenté de 4,5 milliards. Vous voyez bien que ce n'est pas dans la continuité de ce pourquoi il s'était engagé. Donc c'est ça qu'on veut dire. Vous nous dites aujourd'hui, vous ne menez pas la politique pour laquelle vous vous êtes engagé. Bien sûr que si. Vous croyez que les gens vous auraient élu en sachant que vous alliez leur faire payer en 2022 800 € de plus par an quand ils roulent au diesel? Vous pensez vraiment ça? Mais absolument pas. Est-ce que vous avez fait votre plein dans les 10 derniers jours? Si vous avez fait votre plein dans les 10 derniers jours, comme moi quand je sillonne les Yvelines, eh bien vous auriez vu que ça a baissé. Mais tout va bien, Madame Berger. Pourquoi les gens sont dans la rue? Mais vous vous rendez compte, ça a baissé parce que le prix du pétrole a baissé. Mais sur ce prix du pétrole, quand il va augmenter très fort, vous allez faire quoi? Eh ben, je vous dis deux choses. Je dis que, si vous étiez dans la TRL et que vous aviez fait votre plein, vous auriez vu que depuis des jours, le prix a baissé et qu'il est moins élevé aujourd'hui qu'au début de la manifestation qui pourtant appelait sur ce thème-là notamment. Je dis une deuxième chose, c'est que le président de la République a dit lui-même dans sa déclaration mardi, il s'est engagé en disant qu'en fonction de l'évolution du prix du pétrole, eh bien cette taxe pouvait être évolutive. Il l'a dit de manière très claire. Vous savez que personne ne l'a relayé. C'est une machine à gaz. Personne ne l'a relayé. J'ai plus rien si vous la contestez, mais en tout cas, il l'a dit de manière très claire. Personne ne l'a relayé. Ensuite, moi je veux bien. Même Monsieur le maire a dit que c'était en quelques mots, parce qu'il faut qu'on avance. Mais je veux bien qu'on tienne jamais ses engagements. Mais on a quand même quelqu'un face à moi qui est porte-parole des Républicains qui a fait campagne sur l'augmentation de la TVA. C'est l'impôt le plus injuste qui existe. Les produits de première nécessité. C'est l'impôt le plus injuste. Ça veut dire qu'il n'aurait pas touché les classes les plus modestes. Non, mais il faut donner. Est-ce que Pascal veut bien jouer le rôle de l'arbitre? Non, moi j'irais juste une chose à propos des Gilets jaunes. Je pense que la grande difficulté, c'est qu'effectivement, ils demandent des réponses dans le vraiment immédiat. Il y a un problème de temporalité. Et ils demandent des réponses immédiates. Et effectivement, la politique, on le sait bien, c'est un temps long. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que quand on est dans le registre de la colère, on n'entend pas les choses rationnelles. Donc il y a véritablement un problème de dialogue de sourds. Et je crois qu'effectivement, quand même, on n'a pas eu de réponse immédiate tout de suite, et que ça va, même s'il va y en avoir peut-être de supplémentaires dans la semaine, je ne sais pas, on verra bien, mais je ne suis pas sûre malheureusement que ça puisse desserrer, faire lever la pression. Voilà. On va écouter d'ailleurs des Gilets jaunes qui étaient sur notre plateau tout à l'heure et qui vont regarder de très près ce qui va se passer cette semaine du côté de l'exécutif. Et là, je vous dis que si de cette semaine, rien ne bouge, croyez-moi, samedi, ça risque d'être encore plus important. Parce que là, vous allez avoir le problème, moi je pense, c'est qu'on va continuer, on ne lâchera pas, et forcément on fera des actions plus fortes. Et nous envoyer l'armée ne sera pas la solution. Qu'est-ce que vous pensez à quoi? On va continuer encore plus fort? On va arrêter de faire que des ronds-points, peut-être bloquer peut-être des axes plus importants, peut-être des points plus stratégiques, peut-être. Il faut qu'on se montre, il faut qu'on se fasse entendre et on ne lâchera pas. Est-ce que ce qui va se jouer cette semaine, Pascal, est-ce que ça peut être décisif pour la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron? Écoutez, je pense qu'il y a quand même... on verra ce qui va sortir à l'issue de ces réunions avec les représentants des partis. Je crois qu'il va y avoir aussi... il faut voir un peu les concertations qui vont avoir lieu sur les 3 mois. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, moi je suis allée faire un petit tour sur les pages Facebook des Gilets jaunes, hein, donc les deux principaux, La France en colère et les Gilets jaunes officiels. Et on voit bien que, même si, parce qui dit dialogue dit qu'il faut qu'il y ait 2 personnes autour de la table, au moins. C'est-à-dire qu'il faut que d'un côté, il y ait l'exécutif, peut-être bien évidemment les représentants des partis, mais aussi les Gilets jaunes. Et on voit bien qu'aujourd'hui, donc s'il y a cette initiative qui a été prise dans le cadre du JDD d'une, je sais plus, 5 ou 6 Gilets jaunes qui offrent une porte de sortie au gouvernement avec un certain nombre de propositions sur la table, on voit bien qu'ils ne sont pas admis, reconnus par le reste des Gilets jaunes. Je l'ai déjà vu sur leur page Facebook. Donc il y a un problème de représentativité. On voit bien qu'il n'y a pas vraiment de leader dit légitime. Donc c'est très difficile dans ces cas-là de véritablement négocier basiquement. Et je pense qu'on est face à un mouvement social qui est d'une nouvelle nature, qu'on a du mal véritablement à appréhender, qui ne peut que se poursuivre, même si peut-être que la violence, il faut l'espérer, va baisser d'un ton. Mais je suis sûre que ça va continuer, notamment via les pages Facebook. Donc
Je pense que tout ne va pas être terminé cette semaine. Laurent Saillet, sur ce point, justement, la difficulté des Gilets jaunes à se structurer, c'est quand même une vraie problématique dans l'optique de la sortie. Certes, c'est une problématique, mais ça n'empêche pas pour autant au président d'agir et de proposer des solutions. Parce que le message est quand même clair. C'est un problème de pouvoir d'achat. Enfin, je veux dire, celui qui n'a pas compris ça, c'est qu'il n'a pas écouté depuis 3 semaines tous ceux qui sont dans les ronds-points. Certes, on en a moins parlé depuis 24 heures, parce qu'avec les violences, ça a pris le dessus sur l'actualité. Mais tous ceux qui sont dans les ronds-points, ce qu'ils expliquent, c'est très, très clair. Donc, il faut absolument qu'il leur réponde sur cette thématique. Parce que son discours était totalement à côté cette semaine. Et ça a été la réaction. D'ailleurs, 80% des gens ont estimé qu'il avait répondu à côté. Alors moi, j'étais un peu effrayée de voir des membres de la majorité qui disent « Si, le président a répondu ». Mais complètement en décalage de l'opinion qu'ont les Français. Et c'est ça qui est un peu surprenant. J'ai un peu d'espoir quand même, parce que j'ai vu que certains députés se prononçaient pour le moratoire. Donc j'espère que certains députés de la majorité, oui. Bien sûr, Monsieur Maillard par exemple, qui est sorti, qui s'est prononcé pour le moratoire. Donc je pense que quand même, quand on va sur le terrain réellement et qu'on parle vraiment avec les gens en souffrance, on comprend que cette augmentation du 1er janvier, elle est impossible à assumer pour bon nombre de Français. Comprendre ça, c'est juste être humain. Et c'est juste ce qu'on demande au président de la République. Aurore Berger, très rapidement, je vous laisse répondre. Non mais vous savez, on manque pas d'humanité quand on a augmenté le minimum vieillesse, qu'on a augmenté l'allocation adulte handicapé. Moi, il y a beaucoup de gens justement qui nous ont interpellés sur les mesures en faveur du handicap et qui n'avaient pas vu, qui n'avaient pas compris qu'on avait augmenté l'allocation adulte handicapé. Clairement, quand je leur ai dit, mais vous savez que c'est fait, ils ont été surpris de l'apprendre. Moi, je vois par exemple que moi, typiquement, on m'interroge sur des fausses informations qui circulent, où j'aurais dit que les retraités pouvaient se satisfaire de manger 3 fois par jour. Je n'ai évidemment jamais dit ça. Mais cette fausse parole qui est diffusée sur les réseaux sociaux vaut la parole du président de la République, etc., etc. Donc on met tout sur le même plan. Je trouve que c'est extrêmement dangereux en démocratie. Donc oui, évidemment qu'il y a une problématique de pouvoir d'achat dans notre pays, mais pourquoi ne pas avoir voté la suppression de la taxe d'habitation? Pourquoi ne pas avoir voté l'exonération des heures supplémentaires? Pourquoi ne pas avoir voté la hausse du minimum vieillesse? Pourquoi ne pas avoir voté la hausse de l'allocation adulte handicapé? Il faut avoir un minimum de cohérence sur ces sujets-là. Et après, la question du pouvoir d'achat, c'est la question du travail. C'est parce que les gens gagneront mieux en étant au travail que de toute façon, ils pourront mieux vivre. Et c'est parce que les gens qui sont éloignés durablement de l'emploi pourront retrouver un emploi et ne pas rester en étant soutenus et accompagnés par l'État comme ils doivent l'être évidemment légitimement, qu'ils s'en sortiront mieux. Et c'est tout ce qu'on a fait par exemple sur la formation professionnelle. Moi, j'y crois profondément à ce qu'on est en train de faire là-dessus. Parce qu'on ne peut pas mentir aux gens, on ne peut pas leur dire que demain, par une mesure miracle, tout d'un coup, toute leur vie va s'améliorer. Par contre, des gens qui sont éloignés de l'emploi durablement, donc, il faut... Vous voyez, on a quand même deux mondes qui s'affrontent. On a sur le plateau votre exposé et on a la réalité sur le terrain. Mais je les rencontre tous les jours, les gens sur le terrain. S'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. On a sur le terrain tous ces gens qui ont exprimé leur souffrance depuis des semaines et qui expriment le contraire de tout ce que vous dites. Ah bon? Donc, ils sont contre l'augmentation du minimum vieillesse, contre l'augmentation de l'adulte handicapé. Non, mais enfin, vous oubliez de citer. Non, mais ils demandent plus la suppression de la taxe d'habitation. Vous pensez vraiment que c'est pas du pouvoir d'achat supplémentaire pour les Français? Apparemment, excusez-moi, mais ils sont pas idiots. Ils ont compté ce qui leur restait dans le porte-monnaie et ils voient qu'ils en ont moins qu'avant. Vous croyez que ça leur fait plaisir d'être sur des ronds-points à 70 ans depuis 3 semaines? Vous croyez que leur situation s'est améliorée? Je ne pense pas. Alors, on va passer à l'autre volet de ces interviews qui concernent la sécurité. Aujourd'hui, le préfet de police de Paris a décrit des violences d'une gravité sans précédent. 412 personnes ont été interpellées hier. La ministre de la Justice demande une réponse ferme. La réponse pénale sera ferme, dit-elle. Retour en images sur ces violences qui ont secoué plusieurs quartiers de la capitale. Joanne Portal. Il est environ 8h45 quand des manifestants tentent de forcer un point de contrôle pour accéder aux Champs-Élysées. Premier tir de grenade lacrymogène. Des gilets jaunes se replient sous l'Arc de Triomphe, jusque devant la tombe du soldat inconnu. Mais la situation dégénère. Manifestants et forces de l'ordre s'affrontent au pied et autour du monument. Poussé au sol, ce policier encerclé puis pris à partie est finalement évacué par 2 gilets jaunes. Les canons à eau entrent en action.
La place de l'Étoile disparaît sous les gaz lacrymogènes. Des casseurs profitent de la confusion pour pénétrer dans l'Arc de Triomphe. À l'intérieur, la boutique de souvenirs est pillée et saccagée. Munis d'une perceuse, ils éventrent une machine de la Monnaie de Paris. Même les statues ne sont pas épargnées. Quelques-uns parviennent même à se hisser sur le toit du bâtiment. Au même moment, des centaines de manifestants investissent les avenues qui partent du rond-point de l'Étoile. Certains improvisent des barricades pour ralentir les forces de l'ordre. Chaque rue est le théâtre de face-à-face violents. Ici, les policiers doivent battre en retraite sous une pluie de projectiles. Ouais, ça pique. Là, les keufs, là, ils peuvent pas. Là. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup, là. Ah ouais. Ah ouais, là... Des forces de l'ordre prises à partie, leurs véhicules de fonction aussi. Hors de contrôle, des groupes d'individus déchaînés sèment le chaos sur leur passage. Les violences se propagent au centre de Paris, dans le quartier de l'Opéra, ou ici, près de la gare Saint-Lazare. Rue de Rivoli, des manifestants mettent le feu à une voiture dans le jardin des Tuileries, près du musée du jeu de paume. Ils s'en prennent ensuite aux grilles, qui finissent par céder. Un gilet jaune est grièvement blessé. En face, sous les arcades, c'est cette vitrine qui est prise pour cible. Dans la soirée, les incendies se multiplient tout au long de l'avenue Kléber. Et avenue de la Grande Armée, la piste des casseurs est facile à suivre. Cette pharmacie a été complètement saccagée. Place de l'Étoile, la situation reste tendue. Mais les forces de l'ordre veulent en finir. Ce n'est que tard dans la nuit que les abords de l'Arc de Triomphe seront finalement évacués. On va rejoindre Igor Saïri, vous êtes boulevard Malesherbes, Igor, dans l'ouest de Paris. 24 heures après ces événements, les commerçants dont les boutiques ont été pillées, saccagées, sont toujours sous le choc. Oui, absolument. En fait, je vais aller dans une situation actuellement où il y avait une barricade qui a été montée sur ce trottoir et un immense incendie là où se trouve cette barrière de chantier, cet immeuble en construction a pris feu pendant plusieurs minutes et ces gilets jaunes et ces casseurs ont récupéré toutes ces barrières et tout le mobilier urbain pour monter cette barricade qui finalement est toujours ici. Les agents de propreté ne sont pas encore passés à cet endroit-là. Ils ont même arraché un feu tricolore provisoire qui pend aujourd'hui jusqu'au sol. Évidemment, l'abribus a été brisé. Et puis, il y a cette banque célèbre qui a été taguée, dont les vitres ont été cassées, avec tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables. Le guichet, le distributeur automatique a été également vandalisé. Il y a aussi des abris publicitaires qui ont été brisés. C'est pour vous dire à quel point cette
cet affrontement avec les forces de l'ordre a été particulièrement violent parce qu'il faut savoir qu'il y avait plusieurs dizaines de CRS et de policiers à quelques dizaines de mètres à peine de ces casseurs avant que cela ne recule avec les gaz lacrymogènes et ne se réfugie un petit peu partout dans les rues adjacentes. Donc des stigmates encore ce soir, boulevard Malesherbes où je me trouve actuellement. Merci beaucoup Igor Saïri. Laurent Saïe, comment on fait pour éviter de revoir de telles scènes samedi prochain si de nouveau il y a une mobilisation des Gilets jaunes? Alors déjà, évidemment, on condamne très fermement ces violences et on soutient toutes les forces de police et toutes les victimes, parce qu'il y a eu beaucoup de victimes à Paris et aussi dans d'autres villes. C'est une réponse politique qu'il faut. Certes, il faut gérer la situation sécuritaire et on verra, de toute façon, il y a une audition au Sénat aussi qui va être faite du ministre de l'Intérieur, mais c'est surtout une réponse politique. Nous, ce que nous attendons maintenant d'Emmanuel Macron, c'est qu'il dise « oui, j'ai fait une erreur, c'est pas un problème, ce que j'impose aux Français est trop difficile et donc nous annulons les taxes au 1er janvier et, deuxième chose que nous demandons, bien sûr, nous redonnons la parole aux Français pour qu'ils redéfinissent leur choix par rapport à la politique économique et environnementale, parce qu'aujourd'hui, on est dans une impasse. Aurore Berger, sur la question de la sécurité, la question de l'état d'urgence d'ailleurs se pose. Monsieur Kessner a dit « je n'ai pas de tabou ». Nicole Belloubet pense qu'il y a d'autres solutions. C'est une question qui se pose, en tout cas, le rétablissement de l'état d'urgence. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas envisagé. Ce qui est certain, c'est qu'évidemment, déjà, il faut dire merci. Merci aux forces de l'ordre qui ont été mobilisées, qui font preuve d'un sang-froid qui est admirable parce qu'elles sont soumises à très, très rude épreuve. Ensuite, celles et ceux qui étaient présents et qui ont commis ces exactions, ce ne sont pas des manifestants. Ce sont des factieux. Ce sont des gens qui s'en sont pris à la République. Ce sont des gens qui ont voulu marcher sur l'Élysée. Ce sont des gens qui ont détruit des symboles républicains. Et il faut que la République, évidemment, soit très forte. Après, vous savez, la démocratie, évidemment, et heureusement, elle ne peut pas répondre sur le même ton que ceux qui veulent l'attaquer. Et c'est justement aussi ce qui fait sa force. Ça peut faire sa faiblesse parfois par rapport à des manifestants qui veulent en découdre, qui veulent frapper des policiers, frapper des symboles, atteindre des élus de la République, puisque certains d'entre eux, nous, sommes menacés de manière régulière aujourd'hui. Mais ça fait aussi notre force. Ça veut dire qu'on est en démocratie et qu'on ne peut pas répondre de la même manière que ceux qui nous attaquent. Merci beaucoup Aurore Berger. Merci Laurent Saïe d'être venu sur notre plateau. Pascal Tournier, vous restez avec moi. Si vous nous rejoignez dans Week-end Direct, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. À la une ce soir, quelle réponse politique après la nouvelle journée de violence hier à Paris? Il y a eu une réunion de crise ce matin à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Le Premier ministre va rencontrer prochainement, dès demain d'ailleurs, des représentants de l'opposition. Il invite également une délégation de Gilets jaunes à Matignon. Pas de mesures concrètes annoncées aujourd'hui. Le préfet de police de Paris